Monsieur, nouvelle Moïse, plaignant d'un part, il est nommé Maquillé ça. Léon Charles, Joseph Tétou. Moi, le président, c'est membre de la commission. Mes collègues avocats, à la dernière audience, on était dans la phase des observations sommaires. Mais à la route, ordonner des avocats des observations sommaires en allant l'équiper Ronnie François, Ronald Bernier et son conseil de la défense. Le conseil de la défense. Monsieur le Président. Merci, honorable président et distingué magistrat de la Cour. À la dernière audience, donc la Cour, dans le canal de l'huissier en siège, donc a fait appeler l'inculpé appelant André Zéphirin. Donc, de ce fait, honorable président, nous n'étions pas présents dans la salle pour produire une observation sommaire relative à l'inculpé pour ce qui concerne les griefs que sur consigné dans son acte d'appel. Donc, qu'il plaise à votre auguste cour de nous permettre de produire nos observations sommaires dans le cadre de l'auteur du jour. Je crois que les folklore, la Cour a déjà rendu un arrêt avancé au pouvoir. On constate l'absence de l'inculpé à Zéphirin ainsi que le conseil de la défense. Donc, je vois que pour nous autres, ministères publics, c'est tout à fait classé. Qui est présent à la Cour d'ordonner la continuation des observations sommaires à la place de l'inculpé au Navigé et à la dernière audience. Monsieur le Président, Il a suivi toutes les audiences. l'audience dans le cadre de ce dossier se tient aujourd'hui. Maintenant, je crois comprendre que le ministère public est en train de porter la Cour à nager à contre-courant du droit régissant le procès de ce jour. Pourquoi je vous le dis? D'ailleurs, il l'a dit, nous sommes fort clos, sans brandir le texte, donc portant sur cette conclusion. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, je me rappelle que sur les réquisitions de ce ministère public, l'inculpé appelant Léon Charles a été appelé un jour de cette audience. Ni son conseil, alors ni l'inculpé appelant, ni son conseil n'étaient pas présents dans la salle. Sur la réquisition de ce ministère public, la Cour a été portée à ajourner quand même l'audience. Maintenant, pour que le sieur Léon Charles, alors l'inculpé appelant Léon Charles puisse venir devant la Cour produire ces éléments de défense. Maintenant, je comprends fort mal que le ministère public, maintenant, demande à la Cour de constater que nous avons été appelés à l'une des audiences de la Cour, dans le cadre de ce procès. Nous sommes présents à cette audience de ce jour et au seuil même de cette audience, nous avons attiré l'attention de la Cour sur le fait que nous n'étions pas présents le jour même, de nous permettre, au nom des garanties judiciaires, honorable président, ce sont les garanties judiciaires qui vous lient, quand même.
Ce sont les garanties judiciaires tracées par la Constitution. Les garanties judiciaires, honorable président, tracées par la Convention américaine relative aux droits de l'homme en son article 8. Les conventions, alors le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14, c'est garanti pour lui. Et en tant que tel, c'est à ce titre que je sollicite de votre auguste cour de nous permettre de produire nos observations sommaires conformément à l'article 18, donc afin que la Cour puisse prendre telle décision que de droit. C'est droit. Donc, et ainsi doit être, alors honorable président de ces magistrats, donc il vous plaira de rejeter et oui, de rejeter. Oui. Le conseil. Le conseil de l'inculpé appelant à Joséphine. D'après ces mettre là pour pas que tu ne le conseil de l'inculpé appelant à Joséphine demande à l'autre juge de la Cour. Vu qu'à la dernière audience, l'inculpé appelant Ordouin Zéphirin, a été appelé à venir produire ses observations sommaires son conseil qui devrait être entendu conformément à l'article 18, n'était pas présent dans la salle ce jour-là. Alors, à l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, attendu qu'au seuil même de cette audience, de l'audience du jour, le conseil de l'inculpé appelant, le conseil de l'inculpé appelant, a souligné à l'attention de la Cour que leur non-présence était due à un fait indépendant de leur de la volonté du Conseil. Et qu'à l'audience du jour, le Conseil est prêt à produire les observations sommaires. Et qu'à l'audience du jour, le Conseil est prêt à produire ces observations sommaires. Oui, très bien. Attendu que le représentant du ministère public a fait état pour les honorables magistrats de la Cour d'une quelconque conclusion, sans brandir le moindre texte, statuant sur cette conclusion. Attendu que les observations sommaires sont obligatoires, et
sont obligatoires. Alors la procédure faisait marche arrière pour Léon Charles, ça ne peut pas faire pour nous autres. Vous avez demandé d'ajourner. Non, oui, bien, sur votre réquisition, honorable magistrat, vous avez demandé à la Cour d'ajourner, bien sûr. Il semble que c'est vous qui avez produit quand même les réquisitions. Je suis en train de combattre pour votre réquisition, oui. Oui. Obligatoire et prévu à l'article 18. Prévu à l'article 18 de la loi du 26 juillet pour 79 sur la peine pénale. Et qu'il est fait obligation à la Cour. Et qu'il est fait obligation à la Cour. Et qu'il est fait obligation à la Cour. D'entendre les parties dans leurs observations sommaires. D'entendre les parties dans leurs observations sommaires. À cette phase, monsieur, à cette phase. À cette phase. D'autant que par avant dire droit, par arrêt avant dire droit de cette cour, d'autant que par arrêt avant dire droit de cette cour, la cour a ajourné, virgule, sur réquisition du ministère public. Oui, la prise de parole de l'inculpé appelant, c'était Macky Kessa et Léon Charles. Macky Kessa. Non mais vous avez ajourné, vous avez sollicité. Vous avez... Non mais c'est. C'est le ministère public qui faut appeler à l'ordre, oui. Ils sont en train de me perturber quand même pour ne pas produire. Mais, merci, honorable président. Merci. Oui. J'étais où là? D'autant que par avant-dire de cette cour, la cour a ajourné la prise de parole de l'inculpé appelant Macky Kessa, parce que son conseil n'était pas présent ce jour-là. Attendu que la Cour garant du procès équitable. Garant du procès équitable. Virgule. Et se basant, sur les garanties judiciaires, tracées par l'article 18, de la Constitution haïtienne en vigueur. Prescrivant l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Prescrivant l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Virgule. L'article 8 de la Convention américaine de 1979 ratifié dans les formes prévues par la Constitution haïtienne en vigueur et faisant partie de notre corpus juridique interne conformément aux dispositions de l'article 276-2 de la Constitution. Non. Et faisant partie de notre corpus juridique interne. Je termine, magistrat. Oui. Corpus juridique interne. Ainsi que l'article 14. Du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Combiné à l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979, il plaira à la Cour d'entendre
le conseil sur dans les observations sommaires, qu'il est prêt à produire, d'autant que ce procès se déroule sur 3 audiences par semaine. Merci beaucoup, Maintenant, toi. Allez-y. La dernière fois, nous sommes intervenus ici avec la précaution que vous avez dit. Que ce jour, je n'aurais pas pu être présent. J'avais pris la précaution de vous avertir personnellement que je n'aurais pas pu être présent ce lundi. Vous m'aviez dit, sur les observations scolaires, tâchez d'être là dans la semaine. Oui, je suis là. Donc ce lundi, je n'avais pas pu. J'avais un empêchement, la tête de l'université. Je demande l'autorisation de produire aujourd'hui des observations scolaires, puisque comme l'a dit si bien il n'y a aucun texte qui prescrive la conclusion de quelqu'un qui ne serait pas interpellé à tel moment par rapport à tel autre. J'ai sollicité la parole pour voir le président, Maître Denel Founis, complètement, avec tous les autres avocats qui ont des fanfans. À cette page, Maître Denel Founis, voter. Alors c'est déjà constitué dans le cadre de ce dossier. Non. Oui, allez-y, monsieur Milik. Pardon? Non, pas besoin de. Oui. Écoute. Les avocats qui se. Les avocats absents la semaine dernière. Notez pour nous. À la dernière audience. Yeah. Qu'est-ce que j'ai dit? Les avocats absents à la dernière à la dernière audience. Auront la parole en queue de session aujourd'hui. Yeah. Allez-y, on continue. Maître, écoutez bien. Maître là, on va équiper à ça. Non, maître là, on doit équiper. Non, maître là, on doit équiper. Est-ce que je ne peux pas la parole? Moi, je dis que on va parler, on va intervenir en queue de session de la journée. Maître là, on dit qu'on va faire discrimination. Si vous croyez que je fais discrimination, maître là, allez pas devant qui de droit. Non, maître là, non. Maître là, allez pas devant qui de droit. Si vous estimez que nous sommes en train de la discrimination, allez pas devant qui de droit. Je ne sais pas si ça, mon magistrat. Mais il y a des gens qui sont là.
Et vous venez là rarement, qu'on offre la leçon. Ah. Et Macky est en état. Pas faire ça maintenant. Ouais. Maintenant, vous allez, si vous allez, vous pas de journée, hein? Il est là pour le tuer. Il est mal, il est là, il est dans le pouvoir. Ah, il t'a fait dire à quoi? Ok. Vous comprenez? Allez-y, monsieur le public. L'inculpé à blanc, Ronald Lubéris et son conseil de la défense. Ces observations sont faites. On ne peut pas faire M. Soufou Bloc, il est toujours là. Et on a le code. Il est Ronald Guerrier. Ah, ok. Là, vous avez la parole. Honorable Président, distingué magistrat, frère, ministère public. Honorable Président, distingué magistrat, je suis là aujourd'hui devant votre juridiction en qualité d'avocat du conseil de M. Ronald Lubéris pour vous demander humblement d'infirmer l'arrêt unique de l'ordonnance unique rendue le 25 janvier 2014 par devant le juge Walter W. Voltaire, laquelle ordonnance renvoie mon client par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour être jugé. Honorable Président, cet appel a été interjeté dans les formes prescrites par la loi régissant la matière et aussi tout en respectant les délais légaux. Pour ces raisons, d'abord, je vous demande et je demande au tribunal, à la Cour, de recevoir en la forme l'appel interjeté. Mais, honorable Président, distingué membre de la Cour, le cher Ronald Lubéris vous demande d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge pour au moins 3 raisons. D'abord, pour insuffisance de charge. Ensuite, pour défaut d'impartialité. Et finalement, pour absence de faisceau d'indices. Voilà les 3 arguments que je m'en vais vous proposer pour infirmer l'ordonnance querelle. D'abord sur l'insuffisance de charge manifeste. Honorable Président, le premier juge s'est basé sur une déclaration isolée du sieur Félix Joseph Badjo pour inculper, ou moins pour envoyer mon client par devant le tribunal criminel. Cependant, dans l'ordonnance même, le juge met en question les déclarations du sieur Joseph Félix Badjo. Maintenant, nous sommes en droit de nous poser la suivante question. Comment un juge qui remet en question les déclarations de l'inculpé qui est poursuivi lui-même pour les chefs d'accusation d'assassinat se base seulement et uniquement sur ces déclarations-là pour inculper ou pour envoyer juger M. Ronald Lubéris. Honorable Président, la Cour de cassation
dès sa naissance jusqu'à aujourd'hui, dans des arrêts constants, sont clairs et unanimes quand il est question de complicité d'assassinat. La Cour de cassation enseigne qu'il s'agit d'une infraction d'un point qui suppose l'existence des faits positifs, matériels, délibérés et intentionnels en lien avec l'auteur principal. Dans les mémoires conclusions que nous avons pris pour et au nom du Sieur Libérus, nous avons pris le soin de citer avec référence ces arrêts. Je pense que, puisque les mémoires conclusions vont être déposées avant de délibérer, ce n'est pas la peine aujourd'hui de les reprendre. Cependant, à revoir l'article 45 que le juge a expressément noté dans son ordonnance pour renvoyer le Sieur Rénal Libérus devant le criminel, on se pose cette question, est-ce que le premier juge a pris le soin de lire cet article? Il s'agit de l'article 45. Que veut l'article 45 pour parler de complicité? Ah ben c'est comme tous les autres infractions. Il y a au moins deux éléments fondamentaux. Il faut qu'il y ait d'abord un élément matériel qui peut se concrétiser en des actes de participation ou à l'aide à l'infraction. Deuxièmement, un élément moral qui peut être une intention consciente, délibérée, afin de contribuer à l'acte perpétré. Mais en l'espèce, je parle du cas de Rénal Libérus, le juge se borne seulement à des suppositions de préférence. Par exemple, le juge a dit sur les déclarations fantaisies du sieur Badjo que Rénal Libérus avait une préférence pour le sieur Lionel Valbrun en lieu et place de docteur Ariel Henry. Tel n'était pas le cas. Mais par la suite, raisonnons par la suite, même quand ça aurait été le cas, est-ce que, honorable magistrat, le fait d'avoir une préférence pour une personne, cela suppose ou bien cela constitue des faits positifs, une aide, une provocation, une facilité à l'assassinat du président Jovenel Moïse? Nous sommes en droit de nous poser des questions précises dans le cadre de cette affaire. Où sont les actes concrets? Où est la participation directe et indirecte à la planification, à l'exécution du crime? Où sont les communications? Où sont les réunions, les appuis logistiques ou les matériels? Honorable magistrat, nous avons conclu avec vous, parler des différentes audiences qui ont eu lieu ici, il n'y a aucune trace, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun élément objectif qui rattache le sieur Rénal Libérus à la perpétration du crime odieux, celui de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Honorable président, cet argument suffit à lui seul pour débouter l'ordonnance du juge instructeur. Mais cependant, je vais avancer un autre argument irréfragable que l'œuvre du juge instructeur a été totalement bâclée. Parce que, honorable magistrat, le juge n'a pas fait montre d'une impartialité dans le cadre de cette instruction. Honorable président, le législateur, la jurisprudence, la doctrine sont tous unanimes que le juge, quand il instruit, il doit le faire à charge et à décharge, avec rigueur, impartialité et respect du droit de la défense. Or, dans ce dossier, honorable président, le juge n'a pas tenu compte de la lettre datée du 28 novembre 2023, où le sieur Libérus avait expressément, formellement explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas pu se déplacer de sa région Béladère à Port-au-Prince pour des raisons de sécurité. Le juge a ignoré la demande motivée
du sieur Ronald Libérus, quoi légal se basant sur l'article 67, 77 et sur le code pénal, qui a simplement demandé commission rogatoire pour que le juge de paix puisse entendre là où il est, vu les conditions difficiles dans lesquelles il évoluait à Beladen. Le juge n'en a pas tenu compte. Le juge a délibérément, honorable président, membre de la Cour, assimilé de manière méchante la non-comparution du sieur Libérus à un aveu de culpabilité, alors que l'explication a été clairement donnée dans les différentes lettres adressées aux juges instructeurs d'alors. Nous concluons dans ce cas précis qu'il s'agit de comportements incompatibles au devoir de neutralité de tout juge instructeur. Une instruction partiale, une instruction incomplète, qui est contraire non seulement au droit interne du pays, mais à toutes les conventions que l'État haïtien a ratifiées. Il s'agit, l'œuvre a été viciée dans sa totalité. Honorable Président, distingué membre de la Cour, je m'en vais vous donner un autre argument, bien que les deux arguments avancés plus haut suffisent à eux seuls pour combattre l'œuvre du juge. Mais étant donné que la l'ordonnance ne lui pas en droit, je vais vous avancer un troisième argument. Le juge, dans son œuvre unique, pour envoyer le sieur Ronald Libérus à être jugé par devant le tribunal criminel, a dit expressément qu'il y a suffisamment de choses concordantes avec S et insuffisantes avec S. Honorable Président, le juge devait savoir que la notion de charge suffisante et insuffisante ne peut pas se reposer sur une simple déclaration, encore moins sur celle de l'inculpé qui est en quête d'impunité. Le droit pénal, la doctrine, la jurisprudence sont unanimes en ce sens pour dire que les indices doivent être multiples, précis, circonstanciés et surtout convergents. Ils doivent former un faisceau d'indices de présomption grave, précise et concordante de nature à démontrer la participation à une infraction. En espace, qu'est-ce que nous observons? Il y a une seule déclaration, sans corroboration, sans confrontation, sans preuve matérielle, sans communication incriminante, et tout ceci est maladroitement érigé en preuve suffisante. Sans déclaration, nous parlons de quelle déclaration? Il s'agit de déclaration de l'inculpé en quête d'impunité. Cet inculpé qui a dit, selon le juge d'instruction, que le sieur Libérus avait son agenda personnel, auquel cas il a participé à l'assassinat du président Moïse, aux différentes questions qui lui ont été posées par les différentes audiences ici, par moi-même, votre serviteur. Est-ce que vous connaissez M. Libérus? Est-ce que vous avez participé à des réunions? Est-ce qu'il a participé? Il a répondu non, jamais, au grand jamais. Et bien il a ignoré totalement, avait fait cette déclaration par devant le premier juge instructeur. Cependant, à l'arrivée de M. Libérus ici présent, M. Joseph Félix Badiou, dans sa déclaration d'abondante pour la Cour, n'a pas eu le courage de dire que M. Libérus avait participé à la perpétration du crime de manière directe ou indirecte, mais il a dit tout simplement, de préférence, qu'il y avait plusieurs clans au Palais national. C'est comme avoir plusieurs clans, même quand cela a été fait, voulait dire qu'on avait participé dans la commission d'une infraction. Honorable magistrat, même quand il y avait plusieurs clans, ce que nous allons conclure pour vous, votre honneur, même quand il y avait plusieurs clans, nous sommes d'accord ici présents que la responsabilité en matière pénale est personnelle. Vous me demandez de conclure?
je vais conclure rapidement pour vous, Monsieur le Président, pour vous dire que M. Rénal Lubérus est un professeur d'université. Il enseigne les cours de relations internationales et de sociologie politique. En tant que politiste, il a été contacté par M. Jovenel Moïse lors des campagnes présidentielles. Après avoir gagné les élections, M. Jovenel Moïse a décidé de le placer à la tête du Conseil des ministres. Depuis lors, il sert le président avec loyauté. Les différentes positions publiques, que ce soit dans les médias traditionnels, dans les réseaux sociaux, vous allez conclure rapidement que c'est quelqu'un qui assume et qui prend position pour Jovenel Moïse, au point qu'il est plus joveneliste que Jovenel. Maintenant, honorable président, c'est quelqu'un qui a servi le président avec loyauté. Mes conclusions sont les suivantes, honorable président. L'idée même que M. Rénal Lubérus ait pu participer à la commission, que ce soit direct ou indirect, à l'assassinat du président Moïse, relève de la contradiction logique, est une absurdité politique. Pour ces raisons, et toutes les raisons que vous avez vous-même jugées par les différentes audiences qui ont été développées, les unes plus intéressantes que les autres aussi, M. Rénal Lubérus vous demande, par le biais de ses avocats aujourd'hui, de recevoir l'appel interjeté, puisque fait dans le délai légal. Magistrat, je n'écris pas, c'est sa volonté. Puis merci. Le Sr. Rénal Lubérus, je reprends la demande, honorable président, vous demande humblement de recevoir l'appel parce que fait dans le délai légal et dans les formes tracées par la loi. Première demande. Deuxième demande, il vous demande d'infirmer l'ordonnance unique du 25 janvier 2024 en ce qu'elle renvoie M. Rénal Lubérus par devant le tribunal criminel. Il vous demande de constater et de dire qu'il n'y a aucun indice au sens de la loi légalement admissible pour justifier la poursuite du sieur Rénal Lubérus pour ces faits allégués. Et finalement, il vous demande humblement d'ordonner son renvoi pur et simple hors des liens de la prévention. Si vous agissez ainsi, honorable président, vous envoyez par ce acte un signal clair que les bourreaux du président Jovenel seront poursuivis partout et les innocents seront toujours dans la rue pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Merci. L'inculpé Rénal Lubérus. Je dois appeler Rénal Lubérus. L'inculpé appelant. L'inculpé appelant. Rénal Lubérus. L'inculpé appelant Rénal Lubérus. Ministère public. La cour. Ouais. D'accord, ok. La cour, virgule. Le ministère public consulté. Constate l'absence de l'inculpé appelant Rénal Lubérus qui, conformément à la loi, a la parole en dernier. Et en prend acte.
ministère public. Lecture de son avocat, de son conseil, il n'a pas répondu, il va Est-ce que... Après la recevoir de son sommaire, de son avocat, il n'a pas été présent. On va voir la parole en dernier. Mais un peu de mots, c'est ce qu'il a dit. Vous lisez pour nous ce qui a été écrit. Une suspension de 5 minutes. Le février, notez pour nous que la Cour donne acte au Conseil, comme je l'ai, de l'inculpé, Donald Libérus, d'avoir présenté ses observations sommaires. Ministère public. Veuillez constater la présence de Victor Alderio Pineda Cordona, John Jairo Suarez Alegria, Il faut noter le greffier. Manuel Parlez trop vite, il faut le noter. Manuel Antonio Rosso Guare, John Jairo Ramirez Correa, John Jadel Andela, Nel Caceres Juan, Francisco Eliado, Alex Mirabella, Jerry Alberto, Enabel Vargas, Angel Mario, Nasser Congo, Carlos Giovanni, Laquisette Rodriguez, Juan Carlos Eves, Jason Mendes, Alejandro Gerardo, et les conseils, ainsi que le conseil, cette observation. Le Conseil de la Défense des 17 Colombiens appelants. Merci, magistrat. Honorable président de la Cour, honorable magistrat de la composition, messieurs les représentants du ministère public, chers confrères du beau métier d'avocat, je vais de manière succincte présenter mes observations concernant ce dossier d'importance, là où on a pointé du doigt mes clients, ces 17 Colombiens innocents dans ce dossier. Alors,
Vous savez, magistrat, c'est uniquement à titre d'appel, de rappel que la présomption est une forme de preuve en droit. C'est pourquoi quand on appelle quelqu'un présumé innocent, ce quelqu'un-là est innocent jusqu'à ce qu'un tribunal impartial, dans un jugement public, arrive à déceler sa culpabilité, et même après ce jugement, le présumé innocent possède un droit de recours conformément au droit international et national. Et là, je veux parler, par exemple, de l'article 14 du pacte de San José de Costa Rica, ratifié par Haïti, qui parle de la présomption d'innocence. Et par rapport à cette présomption d'innocence, qui est l'innocence même, parce que le présumé innocent est un innocent, jusqu'à ce que le tribunal prouve le contraire, eh bien, dans cette partie de la loi que j'avais citée, parce que ça fait partie maintenant du corpus juridique haïtien, au regard de l'article 276-2, 267 de la Constitution haïtienne en vigueur, quand cette Constitution nous met en garde pour nous dire que les conventions internationales, les traités internationaux, une fois ratifiés dans les formes prescrites par la Constitution, intègrent la législation nationale et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Je veux, de manière rapide aussi, souligner les mots qui ont en quelque part constitué mon acte de mission, parce que l'avocat a un mandat. Lorsque le consulat nous a contactés pour ce dossier, par protection diplomatique pour ces Colombiens, on nous a demandé, oui, ouais, que la vérité soit dite dans ce dossier. C'est ce qu'on cherche. Le consul a parlé au nom du gouvernement colombien, du président de la Colombie, pour dire ce qu'on cherche dans ce dossier, c'est la vérité, verdad, et la liberté. Oui, oui, moi. Donc, et deuxièmement, on nous a dit, maître, vous savez, étant donné que nous sommes dans le continent américain, il y a des normes, il y a des directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Vous allez faire en sorte que, eh bien, les directives de la Cour interaméricaine des droits de l'homme soient appliquées dans le cas des Colombiens en ce qui a trait à leurs droits, par exemple, le droit à un traducteur, droit de ne pas se voir torturé, parce que même l'accusé possède des droits et nous ne sommes même pas encore à cette phase. Je dis aussi, magistrat, que je vais déposer par devant cette cour des documents pouvant servir, comme d'autres l'ont fait préalablement, pouvant servir à étayer certains points, à faire jaillir la lumière dans ce dossier. Sommairement, il faut noter, magistrat, que ces Colombiens sont venus en Haïti, ils ont été accueillis comme des officiels, comme des diplomates. À l'aéroport, dans les espaces consacrés à cela, par des officiels haïtiens, des gens habillés, des policiers, tout et tout. Ils ont été escortés, pris en charge par la police nationale, amenés à l'hôtel, amenés dans des maisons et entretenus jusqu'au jour de leur agression. Et c'est là qu'ils vont découvrir quelque chose de très drôle. Vous dites, mais on ne comprend pas. Nous avons été dans une situation où nous avons reçu une offre de travail
ce qui n'est pas contraire au droit international et au droit national. Les agents de sécurité, les anciens retraités travaillent toujours en Haïti. Vous voyez combien de compagnies de sécurité il y a. Donc, on a fait comprendre qu'il y a la compagnie CPU, une compagnie qui existe jusqu'à présent. La compagnie, c'est pourquoi je vais donner un document concernant cette portion. Eh bien, on a dit, nous sommes une compagnie qui combat le terrorisme. Nous avons des contrats avec la police nationale. Nous allons venir former la police, aider l'armée. Et nous avons des projets de développement en Haïti. Donc votre mission sera légale. Vous allez sécuriser des VIP, accompagner des gens de des projets. Et effectivement, magistrat, pendant un mois, ces Colombiens sont dans le pays, toujours entretenus par des officiels, des policiers. C'est à leur grand étonnement, le jour du 7 juillet 2021, qu'ils ont pu remarquer quelque chose de grave, de drôle, comme si cette même police qui leur demandait de l'aide, qui prenait soin d'eux, et puis c'est comme si, eh bien, ils se trouvent en face de cette police. Eh bien, étant des hommes raisonnables, sachant qu'ils n'ont rien à se reprocher, eh bien, ils se mettent à couvert, trouvant des moyens tactiques pour rester en vie. Parce que je vais vous donner un deuxième document, magistrat, vous allez voir, cette partie n'a pas été dite dans l'ordonnance. Et eux-mêmes, ils ont la parole en dernier, ils vont renfermer, ils vont renforcer mes dires pour vous montrer, magistrat. Eh bien, par rapport aux différents plaidoiries que j'avais entendus ici, où certains essaient de dire, mais si nous avions quelque chose à nous reprocher, nous allions nous mettre dans une position pour tuer ces Colombiens, pour empêcher toute preuve. Alors que n'était-ce pas la vigilance de ces Colombiens? Et vous pouvez faire votre enquête plus large pour aller voir la maison où on essayait par tous les moyens de les tuer. Eh bien, c'est grâce à leur vigilance pour dire non, nous là, non pas nous laisser tuer. La vérité doit être dite pour dire dans quoi nous sommes pris. Et heureusement, magistrat, le malin fait toujours une œuvre qui l'enterre. 3 d'entre eux, magistrats, sont tués, cruellement assassinés. Et pourquoi nous demandons un rapport d'autopsie? Parce que la vérité que nous cherchons, magistrats, la vérité est là. On doit démontrer pourquoi et comment on a tué ces 3 Colombiens. Parce que quand on regarde le dossier, les Colombiens qu'on peut qualifier d'importants dans ce dossier-là, quand on lit tous les rapports, moi-même j'ai fait ce travail, magistrat, je suis très responsable. J'ai lu les rapports de la DCPJ. Je me donnais les moyens pour trouver ce rapport. Je lis du commencement à la fin les 122 pages de l'ordonnance. Et j'ai fait des relectures, parce que c'est ma responsabilité. Pour voir, magistrat, personne ne parle. Personne ne parle. Comment on arrive à tuer, à assassiner ces 3 Colombiens et ils vont renforcer ça? On a quelque chose à cacher. On sait ce qu'on a fait peut-être avec l'arrangement qu'on a fait avec ces gens qui pourraient avoir des informations, et c'est pourquoi on laisse ces 17 qui n'ont aucune information. Même si on les prend par un, pas d'information, on met 17 ensemble, pas d'information, mais les 3 clés, on les a assassinés. Et on doit avoir le courage de le dire. Et pour prouver le contraire, on doit donner un rapport d'autopsie pour vous montrer mais pourquoi les tuer dans le dos, pourquoi ils ne sont pas armés, et puis on essaie de faire dire comme s'il y avait des échanges. Personne n'avait d'armes à ce moment-là, magistrat. Personne. Personne. Si quelqu'un a des informations contraires, ça doit être prouvé.
Ils étaient inoffensifs. On les a exécutés à dessein pour ne pas laisser sortir les informations. Troisième document que je vais vous communiquer, magistrat, et c'est là quelque chose de crucial, plus que de grande importance. Magistrat, vous allez constater que dans ce dossier, personne ne parle, sinon que lorsque vous étiez, comme nous, un citoyen, non concernés dans le dossier, peut-être vous avez entendu dans une note officielle, d'un officiel qui a parlé de Colombiens et Vénézuéliens. Et il a dit que ces gens parlaient l'espagnol. Et on va voir que les policiers qui arrêtaient ces gens-là parlaient l'espagnol. Qui a effectivement effectué cet acte? Même si j'étais dans le doute, et c'est un droit que j'ai comme scientifique de douter. Je sais que le ministère public n'aime pas ça. Mais, magistrat, le doute, quand je posais cette question pour dire que, mais écoutez, est-ce que c'est un film ou bien c'est une réalité? Maintenant, prenons la thèse comme si c'est une réalité. Mais qui a effectivement fait ça? On a parlé de Vénézuéliens et Colombiens. Magistrat, vous allez voir dans ce dossier. Troisième document que je vais soumettre à la Cour. On a tué 4 Vénézuéliens. On a montré à maintes reprises, il y a un policier, à chaque fois il parle à ces Colombiens pour dire où sont les Vénézuéliens. Pourquoi on ne parle pas de ce dossier-là, dans ce dossier-là des Vénézuéliens? S'il y a des Vénézuéliens, si les gens savent qu'il y avait des Vénézuéliens ou bien qui auraient fait quelque chose, pourquoi on essaie de le mettre sur le dos des Colombiens? Qu'est-ce qu'on essaie de justifier? Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Magistrat, on a montré, et la DCPJ doit nous aider dans ce dossier, magistrat. Doit donner un coup de main à la République. C'est eux-mêmes, ces agents qui ont montré à maintes reprises, 4 passeports qu'ils ont pris sur ces Colombiens, sur ces Vénézuéliens tués, pour montrer à chaque fois. Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Est-ce que vous reconnaissez ces Vénézuéliens? Sous pression, comme on a fait pour l'interrogation, en montrant les photos de leur famille, pour dire nous avons des contacts avec l'Interpol. Maintenant, là, nous pouvons tuer vos familles si vous ne répondez pas comme ça. Mais pourquoi on ne parle pas de ces 4 passeports vénézuéliens? La vidéo qui circule sur YouTube, et ça, à n'importe quel moment, on peut vérifier ça. J'ai la vidéo, mais je peux donner le lien, et ça circule partout. 4 corps sans vie ont été déposés aux côtés des 3 corps sans vie des 3 Colombiens. Donc, et vous allez voir la cohérence, la concordance. Dans les rapports, on parle de 26 personnes, 26 hommes. 26 personas. Non, c'est pour. Non, je comprends. Donc, merci magistrat, merci pour la race espagnole, même s'il y a des étrangers. Donc, magistrat, ces 26 personnes, on peut compter 17 Colombiens. 2, on les prend ici, on ne sait pas là où on va avec, mais on peut douter que ça peut être les États-Unis, ça fait 19. 3 morts, ça fait 22. Maintenant, effectivement, il y avait 4 autres personnes. C'est pourquoi on parle de 26 hommes. Donc, 4 Vénézuéliens qu'on aurait tués, 22 Colombiens, ça fait exactement 26 vraiment. Mais où sont les corps? Où sont ces Vénézuéliens? Ils ont disparu dans le dossier? Est-ce que c'est eux qui fait bagarre là? Est-ce que c'est eux qui orchestrent ça, qui mène nous là, ils disent? Organisez avec eux, fin faire affaire, et puis qu'on y a là, on met dans une situation magistrat, où on essaie par tous les moyens de mettre ce dossier sur le dos de ces Colombiens innocents. Et magistrat, vous allez voir, dans ce dossier, c'était Wadi qu'elle travaille pour FBI, pour le département d'État américain, de conseil avec la police. Et puis on a justifié ça. On a fait des réunions plus ou moins ouvertes. Ils ont dit que dans l'hôtel où ils se trouvaient, c'est des bureaux des Nations Unies, des gens. Mais c'est ouvert dans un hôtel. Donc, ce n'est pas des gens cachés, les représentants de la CTU. Eh bien, c'est pourquoi l'aigle est venu ici, magistrat, enlever ses pions. Maintenant, on essaie de nous dire, comme si pour nous décourager, pour dire, mais on donne justice déjà ailleurs, pourquoi essayer de trouver une justice ici? Mais la justice est déjà donnée. Pourquoi vous vous intéressez à une vieille justice en Haïti
Parce que l'aide a pris ses pions, ses agents. Et on doit croire que ce sont ces agents. On essaie de dire que ce sont des anciens agents. Mais qui dit anciens agents? On est dans la géopolitique. On doit être responsable avec le pays que Dessalines nous a laissé comme héritage. On doit assumer notre présence ici, notre passage. Donc on essaie de dire que ce sont des anciens agents de la DIA, de la FBI, et puis on vient ici par pouvoir, parce que moi-même je suis dans le droit international aussi. Parce que ma maîtrise magistrat, c'est le droit international, doit comparer. Oui, merci. Donc, magistrat, en droit international, en relations internationales, on dit que les relations internationales sont gouvernées par les rapports de force. Pourquoi nous-mêmes, on ne demande pas le retour, bien l'extradition de ces gens-là en Haïti? Mais on a appris ça à l'université, le lieu régit l'acte. Quelque chose s'est passé en Haïti, et puis maintenant, par gros point, et puis on vient prendre les véritables concernés en Haïti, comme si nous sommes des chiens. Pardon, magistrat, comme si nous sommes traités moins que rien. Et puis on vient prendre les éléments importants. Et puis maintenant on fait une communication comme si quelque chose du genre justice aurait été rendu ailleurs. Et puis on nous décourage avec cette justice ici. Parce que qu'est-ce qu'on essaie de cacher? La responsabilité. Qui a donc organisé ce drame? Donc voilà pourquoi, magistrat, sommairement je veux dire, puisque dans l'acte qui s'appelle l'ordonnance, c'est l'infraction de complicité qui a beaucoup plus de sens, et c'est sur quoi on essaie de miser pour épingler ces Colombiens innocents. Donc magistrat, je dis, à la lumière du droit que j'avais étudié, il n'y a pas de complicité parce que ces Colombiens ont été induits en erreur sur la base de projets de développement. Ils ont été amenés ici avec visa correctement, accueillis dans l'aéroport, passeport visé. Maintenant, on essaie de faire passer une communication sur le mot mercenaire. Ce mot-là a une définition. Un mercenaire ne va pas venir de manière légale pour laisser des traces. On vient à l'aéroport, on se fait donner de l'estampille, c'est pas là, sur l'immigration, et puis on est mercenaire. Non, c'est pas le mode opératoire. Merci magistrat. Donc pas de complicité, parce que, comme j'avais dit dans mon mémoire, pas de complicité sans connaissance préalable que l'acte, si l'acte est causé, eh bien, on va donner son aide pour la prévention de l'acte répréhensible. Donc, magistrat, c'est le château de doute, la complicité, parce qu'on dit complicité d'assassinat, complicité de vol à main armée, donc aucun objet entre les mains, pas de vol, les éléments constitutifs de vol, ça ne peut pas tenir. Pour l'infraction qu'on appelle assassinat, qui se diffère du meurtre, on doit prouver qu'il y avait des préparations. La loi parle de guet-apens, de préparation du genre, choses préparées à l'avance. Et maintenant, pour tentative d'assassinat, pour auteur, ils ne sont pas auteurs, ils ne sont pas co-auteurs. Donc, magistrat, ces infractions-là reprochées aux Colombiens, on ne peut pas les retenir. D'où, magistrat, in dubio pro reo, le doute doit toujours profiter à l'accusé, c'est le principe du droit. Et les principes du droit, sans les principes du droit, le sens du mot principe, c'est la racine, c'est le fondement, c'est la base. Donc sans les principes, pas de droit. Les juges doivent appliquer les principes du droit. En cas de doute, on doit relâcher tout simplement ces Colombiens. D'où, association de malfaiteurs, ils ne se connaissaient pas. C'est dans l'aéroport de Bogota qu'ils se sont rencontrés, et puis ici à l'hôtel, vol à main armée, pas de vol à main armée, terrorisme, cette infraction ne peut pas tenir. On prend une loi de 4 avril 2023 pour essayer de parler d'un acte de 6-7 juillet 2021. Ça, c'est la notion préliminaire en droit. En première année, on enseigne ça. Pas de rétroactivité possible.
en matière de loi pénale si la rétroaction n'est pas favorable à l'accusé. Donc si ça vient aggraver la situation des gens, on ne peut pas faire ça. Donc 2023, je ne sais pas pourquoi le juge a mis ça. Donc on a un grand problème. Maintenant, manque de preuves. Non, il faut. C'est le procès qu'on prépare. Oui, je conclue, magistrat. Je laisse les points non importants. Donc, magistrat, omission volontaire ou suspecte de ces 4 Vénézuéliens. Donc, je demande à la Cour d'élargir son pouvoir sur ces 4 Vénézuéliens en demandant à la DCPJ les 4 passeports des Vénézuéliens et qu'est-ce qu'ils savent de ces 4 Vénézuéliens. Le rapport d'autopsie, peut-être, et rapport d'autopsie pour les 3 Colombiens tués aussi. Donc, magistrat, nous demandons m'élever des cours pour ces Colombiens magistrats. Le droit international est clair sur cela. La Convention interaméricaine des droits de l'homme parle, en ses articles 6, 7, 8, etc., pour dire que, mais, magistrat, quand quelqu'un. Oui, c'est la conclusion, magistrat. Nous sommes dans la conclusion. Quand quelqu'un est accusé, même si nous ne sommes pas à cette phase, la personne magistrat. Oui, non, c'est le bon sens que j'ai établi. Magistrat, c'est pour dire cette personne. Parce que chaque personne a une défense personnelle. J'essaie de... Non, magistrat. Très bref. Donc vous êtes peut-être trop élastique. Oui, je sais. Mais je vous demande une grâce. Refermez-vous. Je vais vous montrer, parce que je dois vous montrer ma bonne foi. Parce que je travaille pour... Si j'allais plaider pour chaque Colombien à part, ça allait donner peut-être 5 minutes pour chaque, 10 minutes pour chaque. C'est pourquoi, magistrat, je vous demanderai de m'accorder un petit peu de temps raisonnable pour finir, parce que je finis. Parce que je parle pour... Vous avez un mémoire à déposer. De vos mémoires, d'accord? Non, dans le mémoire... Nous terminons, d'accord? Oui, mais quelle chose de conclusion? C'est pas la même chose que la conclusion. Parce que matière pénale, c'est l'oralité d'État qui prévaut. Les écrits comptent, mais la permanence est donnée à la parole. Observation sommaire. Oui, mais sommaire. Non, maître, écoutez bien. Qui est un résumé de toutes les histoires que vous avez déjà exprimées ici. Voyez? Là, je dépose ce document qui est le contrat de projet de reconstruction. Mais écoutez bien. La Cour ordonnera le dépôt des pièces. Gardez vos pièces. Je la cite. Nous sommes... Transcription de motion où on a expliqué au Maître, encore une fois. Non. Ça ne va pas prendre 2 minutes, magistrat. Maître, écoutez bien. Nous ne sommes pas à cette phase, d'accord? Bientôt, la Cour va déclarer la cause attendue et ordonnera le dépôt des pièces. Vous voyez? Maintenant, nous allons terminer et c'est fini. D'accord? Bien. Oh! Je dois conclure, je dois faire des demandes. Mais dès que vous le conclure, mec, là. Chaque avocat est différent dans leur manière, magistrat. Je suis un grand avocat. Heureusement, j'ai fait des études internationales. Je ne peux pas faire des conséquences ici. Mais c'est pas ça. On doit faire des conséquences. Mais c'est pas ça, le gars. On parle aujourd'hui de l'individuation en matière pénale. Chaque personne va être traitée selon leur individualité. Maintenant, c'est l'individualité, magistrat. Vous pensez que l'affaire journée, elle a gardé matin? Non, mon cher. Ah, mauvais bête. Ok. Maître, je vous prie de terminer. Je demandais à Oman de me donner 7 minutes seulement. Non. Mais je vous accorde 2 minutes. 2 minutes pour terminer. Donne-moi la moitié. Non. 4 minutes. Les 4 minutes chez vous. C'est la loi. Les arguments sont trop forts. Bravo. On quitte au match de l'océan. Levé des cours en vertu de l'article 80. Non, je n'avais pas donné l'article 80. Et maintenant, magistrat, je demande à la Cour de tenir compte de ces différents documents que je vais déposer. Et maintenant, magistrat, je conclue pour dire que je demande au magistrat, puisque ce que je vais dire là, ce n'est pas contraire à la loi, de voir quel aurait été le lien de cet assassinat, si assassinat il y en a, avec l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier Doval. Et si nous disons justice pour Jean-Yves Noël,
Justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour ces Colombiens innocents et justice pour notre bâtonnier Dorval. Merci, ma chère. Et je te fais après un par un les Colombiens. Et ils ont la parole en dernier en tant que prévenus. Et ils ont chacun 2 minutes. Ils ont chacun 2 minutes. Il faut dire ça pour moi. Ils ont chacun 2 minutes. Non, vous n'avez pas besoin de lever la main parce qu'on va vous appeler. D'accord? On va vous appeler. On va vous appeler un par un. Vous n'avez pas besoin de lever la main pour demander la parole. Allez. Non, non.